Le dossier 2, énoncé. Une patiente de 63 ans, d'origine tunisienne, sans antécédent particulier en dehors d'une rhinite saisonnière et d'une allergie à l'augmentin, se présente aux urgences car elle se sent fatiguée et de plus en plus essoufflée depuis quelques semaines. À l'arrivée aux urgences, pouls 102 battements par minute, tension artérielle 12,7, saturation 97% en air ambiant et fréquence respiratoire 14 par minute. Les premiers résultats biologiques montrent une hémoglobine à 7,4 g par décilitre, 5200 globules blancs, un VGM à 72, des plaquettes à 225 000 et 23 100 réticulocytes. Quel est votre diagnostic? Comment complétez-vous le bilan? Deuxième question, vous concluez à une origine digestive. Quels examens complémentaires demandez-vous et quelles mesures préalables sont nécessaires? Troisième question, au cours de l'examen, vous constatez un ulcère antral creusant sans signe d'hémorragie active. Quel geste effectuez-vous? Quatrième question, quelle est votre prise en charge thérapeutique avec la surveillance? Cinquième question, la patiente est perdue de vue. 15 mois plus tard, elle se présente à votre consultation avec un examen clinique qui retrouve une perte de poids de 12 kg en 3 mois, une asthénie importante, et depuis 3 jours, elle se plaint d'une intolérance digestive totale avec vomissement alimentaire. L'abdomen est souple, sensible, il existe un clapotage, elle n'a pas de sel ni de gaz depuis 24 heures. Quel diagnostic évoquez-vous et comment en faites-vous la preuve? Sixième question, l'imagerie suivante est réalisée, décrivez-la et quand concluez-vous? Là, vous avez une première image et voici la deuxième. Votre suspicion est confirmée. Comment informez-vous la patiente et quelle est votre prise en charge thérapeutique? Dossier 2, correction. Donc je vous rappelle, une patiente de 63 ans, d'origine tunisienne sans antécédent particulier, en dehors de sa rhinite saisonnière et d'une allergie à l'augmentin, qui se présente aux urgences car elle est fatiguée, essoufflée. À l'arrivée, pouls 102 par minute, TA 12,7, saturation 97% en air ambiant et fréquence respiratoire 14. Les premiers résultats biologiques qui montrent une hémoglobine à 7,4 g par décilitre, 5200 globules blancs, VGM 72, plaquettes 225 000 et 2300 réticulocytes. Première question, quel est votre diagnostic et comment complétez-vous le bilan? Le diagnostic, c'est une anémie avec une hémoglobine à 7,4. Elle est microcytaire puisque le VGM est à 74, arégénérative, les réticulocytes inférieurs à 80 000, et elle est bien tolérée. On le précise parce qu'elle aurait aussi bien pu arriver en état de choc et c'est pas le cas. Donc c'est une anémie qui est bien tolérée. Devant une microcytose, 3 questions à se poser. Est-ce qu'on a une carence martiale et donc un saignement chronique? Est-ce qu'on a un syndrome inflammatoire chronique ou une hémoglobinopathie? Le bilan pour cette patiente, il est clinique et biologique. Donc, on a une anémie microcytaire. On recherche un saignement chronique et une carence martiale. Pour la carence martiale, on fait un bilan martial avec fer sérique, ferritinémie et coefficient de saturation de la transférine. On recherche à l'interrogatoire et à l'examen clinique un saignement chronique, soit digestif, ce qui est le plus fréquent, avec des rectorragies, un méléna, une hématémèse. Et on n'oubliera pas le toucher rectal, très important, qui peut dépister un méléna ou des rectorragies. Chez une femme, on recherche un saignement gynéco, qui est la deuxième cause d'hémorragie chronique après les causes digestives. Une femme en période d'activité génitale, on lui demande si elle a des règles abondantes, si elle a eu des grossesses rapprochées. Et chez une femme comme elle, de 63 ans ménopausée, on recherche des métrorragies post-ménopausiques. Ensuite, les autres causes de saignement chronique, des épistaxis, une hématurie. Ensuite, devant cette anémie microcytaire, on recherche une inflammation chronique. À l'interrogatoire, on cherche une fièvre prolongée, une maladie chronique et biologiquement on dose la CRP. Enfin, chez cette patiente d'origine tunisienne, on n'oublie pas qu'une des causes de microcytose sont les hémoglobinopathies et notamment les thalassémies.
pour en faire le diagnostic, on recherchera des antécédents familiaux et on fera une électrophorèse de l'hémoglobine. Un tableau pour vous rappeler le bilan martial. Dans la carence martiale, le fer sérique est bas et dans l'inflammation aussi. Après, ça s'inverse. Dans la carence martiale, on comprend bien que la ferritine qui représente le stock soit basse, alors que dans l'inflammation, elle est augmentée. Et la transférine, c'est l'inverse. Elle est augmentée dans la carence martiale et diminuée dans l'inflammation. Vous concluez à une origine digestive. Donc cette patiente, elle a un saignement chronique responsable d'une anémie et ce saignement est d'origine digestive. Quels examens complémentaires demandez-vous et quelles mesures préalables sont nécessaires? Il faut faire une fibroscopie œsogastro-duodénale et une coloscopie à la recherche de quelque chose qui saigne. Cette fibro et cette colo, on ne les fait pas comme ça. Il faut d'abord que la patiente soit sous anesthésie générale, donc il faut lui prévoir une consultation d'anesthésie. Pour la fibro, il faut qu'elle soit à jeun. Pour la coloscopie, ne pas oublier la préparation colique par 4 litres de PEG. Il faut bien vérifier avant les gestes l'hémostase, car on peut être amené à faire des biopsies. Et enfin, il faut s'assurer que la patiente n'a pas pris récemment un traitement qui modifie l'hémostase, comme de l'aspirine ou des AINS. Au cours de l'examen, vous constatez un ulcère antral creusant sans signe hémorragique actif. Quel geste effectuez-vous? Là, vous êtes avec votre fibroscope devant l'ulcère. Vous n'avez qu'une envie, c'est de faire des biopsies. Ces biopsies, il faut qu'elles soient multiples des berges de l'ulcère, parce que je vous rappelle que tout ulcère au niveau de l'estomac est potentiellement un cancer de l'estomac. On ne peut pas faire l'économie des biopsies au niveau des berges. On ne biopsie pas dans l'ulcère, car sinon on n'aura que de la fibrine. On biopsie bien autour. Ensuite, cette patiente a un ulcère, donc elle est potentiellement infectée par Helicobacter pylori, qu'on recherche en faisant des biopsies systématiques au niveau de l'antre et du fondus. Une petite photo pour vous montrer un ulcère gastrique. C'est pas la patiente en question. Ici, on voit bien, alors on voit d'abord la muqueuse de l'estomac, là, tout autour, et puis l'ulcère qui est comme ça. Voilà. L'ulcère, c'est tout ce qui est avec un fond jaune. C'est comme un gros aft, mais dans l'estomac. Et parfois, il peut être hémorragique, comme c'est le cas ici. On voit bien qu'il y a tout là un saignement au bord de l'ulcère. Quelle est votre prise en charge thérapeutique et la surveillance? Donc attention, cette patiente, elle a un ulcère, certes, mais elle est arrivée avec un symptôme lié à une anémie. Donc on n'oubliera pas de traiter l'ulcère ainsi que l'anémie. Donc, traitement de l'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique se traite par inhibiteur de la pompe à protons, simple dose pendant 6 semaines. S'il s'était s'agit d'un ulcère duodénal, on l'aurait traité pendant 4 semaines au total. Si aux biopsies Helicobacter pylori est positif, il faudra éradiquer la patiente. Le traitement de l'éradication d'Helicobacter pylori étant à connaître par cœur, c'est une trithérapie pendant 1 semaine avec 2 antibiotiques et des IPP double dose. Le premier antibiotique qu'on utilise d'habitude est l'amoxicilline à la dose d'1 gramme x 2 par jour, mais ici je vous rappelle que la patiente est allergique à l'augmentin, donc on ne lui met pas d'amoxicilline. On remplace l'amoxicilline par du flagyl, 500 x 2 par jour, donc 1 gramme par jour, et on garde la clarithromycine, le deuxième antibiotique, 500 mg x 2 par jour également. Le traitement de l'anémie, parfois on peut être amené à transfuser les patients. Ici, on se contentera d'une supplémentation martiale avec du fer par la bouche. La surveillance, on n'oublie pas de surveiller le taux d'hémoglobine. Comme il s'agit d'un ulcère gastrique, on est obligé de vérifier la cicatrisation de l'ulcère avec une fibroscopie. Cette fibroscopie sera réalisée à 4 semaines de l'arrêt du traitement par inhibiteur de la pompe à protons. Elle permettra de vérifier la cicatrisation de l'ulcère et de faire des biopsies pour vérifier l'éradication d'Helicobacter pylori. S'il s'était s'agit d'un ulcère duodénal, on aurait pu vérifier l'éradication d'Helicobacter pylori sans faire de fibro par Helikit,
ce qui est en fait une sérologie HP. La patiente est perdue de vue. 15 mois plus tard, elle se présente à votre consultation. À l'examen clinique, on retrouve une perte de poids de 12 kg en 3 mois, une asthénie importante, et depuis 3 jours, elle se plaint d'une intolérance digestive totale avec vomissement alimentaire. L'abdomen est souple, sensible, il y a un clapotage, et elle n'a pas de sel ni de gaz depuis 24 heures. Quel diagnostic évoquez-vous et comment en faites-vous la preuve? Là, il n'y a pas beaucoup de doutes possibles. Elle a une douleur, abdomen sensible, des vomissements, et elle a un arrêt des matières et des gaz. Tout est réuni pour dire qu'elle a un syndrome occlusif. Ce syndrome occlusif, il est haut, puisque les vomissements ont commencé avant l'arrêt des matières et des gaz, et qu'en plus elle a un clapotage. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est, un clapotage. C'est un bon signe clinique qui nous dit qu'il y a de l'eau qui stagne dans l'estomac. En fait, on examine la patiente au lit, on se penche au-dessus d'elle, on la remue comme ça, et si on entend du bruit comme les vagues sur la coque d'un bateau, un clapot, c'est qu'il y a du liquide qui stagne dans l'estomac et c'est un bon signe d'occlusion haute. Le diagnostic, c'est donc une occlusion digestive haute, mais il faut être complet, on ne peut pas se contenter de ça. Ça complique un probable cancer gastrique. Je dis bien probable, parce qu'avant d'en avoir fait la preuve, on ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'un cancer gastrique. Chez une femme de 64 ans, qui a un antécédent d'ulcère gastrique, donc potentiellement malin, non suivi. Comment on en fait la preuve? La preuve d'un cancer, c'est toujours une preuve histologique. Et là, pour avoir une histologie, il va falloir retourner à la fibroscopie œsogastro-duodénale. Cette fibro, on va la faire rapidement et sans anesthésie générale. Et on n'oubliera pas d'abord de vidanger l'estomac, car sinon elle va inhaler la dame. Elle a plein d'eau dans l'estomac, elle clapote. Donc vidange gastrique, avec une sonde nasogastrique en aspiration. Elle est évidemment à jeun. Lors de cette fibroscopie, on va explorer l'estomac et on réalisera de nouveau des biopsies multiples pour permettre un examen anatomopathologique de la tumeur gastrique qu'on s'attend à trouver. L'imagerie suivante est réalisée, décrivez-la, qu'en concluez-vous? D'abord, et comme toujours, il s'agit d'un scanner abdominal en coupe transversale et on voit bien, à la couleur ici de la aorte, que ce scanner est injecté. Ensuite, et ce qui doit vous frapper, c'est l'estomac qui se trouve ici. Il est vraiment épaissi. Tout du long, circonférentiellement, là, la muqueuse de l'estomac, elle est très très épaisse. C'est hautement suspect d'être un cancer. Ensuite, la deuxième image, c'est aussi un scanner abdominal, également en coupe transversale. Il est injecté, mais là c'est un petit peu plus difficile, c'est au temps portal, c'est pas aussi blanc que sur l'image d'avant, mais c'est le meilleur temps pour regarder les métastases. On voit bien ici qu'on a plusieurs masses, une première là, une deuxième là, une petite là, encore une là, bref, il y en a partout. Plusieurs masses qui sont hypodenses, qui ne sont pas rehaussées par l'injection de produits de contraste et qui sont intrahépatiques. Ensuite, qu'est-ce qui nous frappe? Ici, là, tout du long, il y a du liquide en périhépatique. Il y a également du liquide en périsplénique. Ça, c'est de l'acide. Ensuite, pour ceux qui sont très forts, mais je ne l'ai pas coté, on a une petite lame d'épanchement pleural. Hein. Là, on n'est plus dans l'abdomen, on passe dans la plèvre. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? On a des masses dans le foie, du liquide intrapéritonéal, c'est qu'on a un très probable cancer de l'estomac. Je vous remonte l'image. Compliqué de métastases hépatiques, avec une acide néoplasique et donc une très probable carcinose péritonéale. Ça, c'est juste pour vous montrer, en fait, c'est la même image qu'ici, sauf que le radiologue, il s'est amusé avec ses contrastes et que c'est la meilleure façon de voir les métastases. Alors, on n'est pas habitué à ce genre d'image, mais si vous en voyez une, faut pas paniquer, c'est juste une modification de contraste pour me voir les métastases qu'on a tout là. Votre suspicion est confirmée. Donc, cette patiente, elle a un cancer de l'estomac, compliqué de métastases avec une acide néoplasique, une carcinose péritonéale, et elle est en occlusion digestive haute.
Comment vous informer la patiente? D'abord, un entretien avec la patiente, plus ou moins sa famille, ça c'est à la patiente de décider. Dans un lieu approprié, au calme, avec un médecin disponible qui a du temps pour le patient. Il faut lui donner une information claire, loyale et appropriée, comme c'est recommandé dans les conférences de consensus, en faisant preuve d'empathie. Il faut énoncer d'emblée un projet de soins, c'est capital pour les malades, ça leur permet de s'accrocher à quelque chose, de savoir qu'on va les soigner et comment ça va se passer. Il faut laisser du temps pour les questions, et ensuite, et c'est médico-légal, il faut noter le résumé de l'entretien dans le dossier médical. Il faut noter le jour de l'entretien, les personnes présentes et ce qui s'est dit. Juste un conseil, la question « Comment informez-vous la patiente ?», elle peut tomber pour n'importe quel type de pathologie. Il faut vous faire une réponse type que vous apprenez par cœur, que vous ressortez à chaque fois, et c'est votre réponse pour pas perdre de temps le jour de l'internat à chercher vos mots et à savoir ce qui est important ou pas. Il faut vraiment que ce soit sous-cortical. Quelle est la prise en charge thérapeutique? Là, il y a plein de choses différentes, il faut s'organiser. Il y a une prise en charge spécifique du cancer et aussi une prise en charge symptomatique, notamment de son syndrome occlusif, mais aussi des autres symptômes. Comme c'est de la cancéro, il ne faut pas oublier de caser quelque part que la prise en charge est multidisciplinaire dans un milieu spécialisé. Ici, on a un cancer évolué avec des métastases. La prise en charge est palliative et elle sera faite par chimiothérapie. Ensuite, la prise en charge symptomatique, notamment, et ici c'est l'urgence, la prise en charge de son occlusion digestive haute. Il faut qu'elle soit à jeun, avec une sonde nasogastrique en aspiration, et on peut essayer de lever l'occlusion soit par voie endoscopique avec la pose d'une prothèse, qui permettra à la patiente de remanger, et si la voie endoscopique est impossible, ne pas hésiter à aller à la chirurgie palliative pour plus de confort de la patiente. Ensuite, il faut une prise en charge nutritionnelle. Cette patiente, elle a perdu 12 kilos. À moins de faire 120 kilos, c'est plus de 10% du poids de son corps. Donc, il faut la renourrir, privilégier la voie orale, faire passer la diététicienne, voir pour des compléments, des crèmes, des choses comme ça. Et on peut être amené à faire une nutrition entérale par jéjunostomie ou par entérale. Mais toujours privilégier la voie orale. Il faut prendre en charge la douleur, le soutien psychologique, les aides sociales, les associations de malades. Il y a toute une liste de choses à mettre chez les patients avec un cancer. Au total, que retenir sur ce dossier? Devant toute anémie, se poser la question de la tolérance, parce que l'attitude et la prise en charge ne sera pas la même. Ensuite, devant une microcytose, 3 questions à se poser. Est-ce que j'ai une carence martiale? Est-ce que j'ai une inflammation ou une hémoglobinopathie? Sachant que ça concerne les alpha et bêta thalassémies, ne vous trompez pas, la drépanocytose, elle ne donne pas de microcytose. Ensuite, et c'est hyper important, tout ulcère gastrique est un cancer jusqu'à preuve du contraire. À noter en lettres de feu dans votre esprit, vraiment, on n'a pas le droit de passer à côté. Et donc, ce qui s'ensuit, c'est, devant tout ulcère gastrique, il faut avoir une biopsie pour avoir une anapathe. L'ulcère gastro-duodénal, il faut se poser 2 questions. La première, est-ce qu'on a Helicobacter pylori? Et si Helicobacter pylori est présent, il faut l'éradiquer avec le traitement à connaître par cœur. Le syndrome occlusif, donc la définition, on ne peut pas l'éviter, arrêt des matières et des gaz, vomissement, douleur abdominale et météorisme. Devant toute imagerie, c'est toujours pareil. Avant de vous jeter sur la conclusion, il faut dire quel type d'examen vous avez, quel genre de coupe c'est, le décrire dans un premier temps, puis l'interpréter. Je refais une parenthèse sur l'épaississement de l'estomac qu'on voyait avant. Pour voir de façon générale un épaississement sur le tube digestif, il faut que le scanner soit opacifié, qu'il y ait une opacification haute ou basse. Là, sur l'imagerie, c'était évident, mais vous faites pas avoir. Sur certains scanners, on peut avoir l'impression que vers le bas de l'estomac, c'est épaissi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. C'est parce que ce n'est pas opacifié. Donc, attention au piège. L'information du patient, c'est une question qui est super à la mode. C'est tombé cette année à l'internat. Donc, vraiment, faites-vous une réponse toute prête. Comme ça, vous la ressortirez, vous ne serez pas paniqué et vous gagnerez du temps. Et enfin, en oncologie, il faut retenir cet adage.
pas de chimio sans histo. On ne fait pas de chimiothérapie sans avoir une histologie, une preuve formelle de cancer. Toujours recaser multidisciplinaire. Et puis penser à faire la différence entre les traitements spécifiques, symptomatiques. Ça vous donne un plan, c'est plus facile pour rédiger. Et dans les traitements spécifiques, la différence entre curatif et palliatif.